Et je vais donner des noms bientôt. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous recevons donc ce matin les principaux acteurs bancaires, publics ou privés, qui contribuent au financement des projets d'investissement des collectivités territoriales. Les ministres de l'économie et des finances et des comptes publics nous ont récemment indiqué que l'on n'avait pas assisté au dérapage redouté par leurs services à l'automne passé. Néanmoins, nous ne pouvons que constater la détérioration de la capacité d'autofinancement des collectivités territoriales, de manière générale, bien sûr. Les besoins en termes d'investissement, de façon classique, mais aussi pour faire face aux nouveaux enjeux tels que les risques climatiques, parallèlement à la raréfaction des subventions de l'État, conduisent à la nécessité de diversifier les modes de financement et de recourir notamment à l'endettement. La société Finance Active vient de publier les chiffres de son observatoire pour l'année 2024 et a observé une progression de 24% des montants empruntés sur le panel des collectivités retenues. Cette progression est assurément calquée sur le cycle électoral, avec une accélération des projets d'investissement dans la 4e année du mandat municipal, et reflète un comportement d'anticipation visant à sécuriser des projets dans un contexte plus qu'incertain. La tendance à la hausse n'en est pas moins marquée et nous amène à nous interroger sur les conditions du financement bancaire des collectivités territoriales. L'un des enjeux est le coût de cette dette, avec un coût réel en hausse du fait de taux qui diminuent moins vite que l'inflation. J'invite donc nos intervenants à s'exprimer sur leur ressenti quant au coût de ce financement pour les collectivités territoriales, en le replaçant évidemment dans un contexte historique, mais aussi peut-être en se risquant à livrer des perspectives d'avenir. En tout cas, ça nous intéresse. L'autre enjeu est celui du volume de la dette des collectivités. Comme je viens de l'indiquer, l'encours de la dette des collectivités a connu une forte hausse en 2024. Or, les besoins de financement des collectivités devraient s'accroître dans les prochaines années. On estime à 11 milliards d'euros les investissements nécessaires en faveur de la transition écologique qui devront être réalisés chaque année jusqu'en 2030. Dans un contexte budgétaire contraint, il est peu probable que ces sommes soient financées par l'État et une hausse de l'endettement est à prévoir. Je souhaiterais donc avoir le sentiment de nos intervenants sur la solvabilité de nos collectivités territoriales et sur la capacité des acteurs privés et institutionnels à assurer les financements nécessaires à un coût acceptable. Enfin, comme vous le savez, la loi de finances initiale pour 2024 rend obligatoire à terme la constitution de budgets verts dans les communes de plus de 3 500 habitants. Pour que cet exercice, à ce stade un peu technocratique, ait un sens, il faut pouvoir valoriser cette information. Que pensez-vous, par exemple, du fait de prévoir des taux préférentiels aux projets les plus vertueux d'un point de vue écologique ? Plusieurs de vos institutions ont une offre de prêts verts en faveur des collectivités. Considérez-vous que leur volume est significatif et que la législation permet leur plein essor ? Je vais donc vous laisser la parole pour une brève introduction. Quand je dis brève introduction, c'est-à-dire limitée à une dizaine de minutes, si vous le voulez bien. Je vais donc vous donner la parole aux uns et aux autres, dans l'ordre donc que j'ai proposé, tout simplement. Ça aurait pu être un ordre différent. Je vais donner la parole à Stéphane Dedeilhan, président du directoire de la Banque Postale et directeur général adjoint du groupe La Poste. Nous poursuivrons avec son voisin de droite, Jacques-Olivier Urbal. Vous êtes directeur du développement de la Caisse d'épargne groupe BPCE. Enfin, M. Antoine Saint-Oyen. Vous êtes directeur
de la Banque des Territoires par intérim actuellement et directeur des participations stratégiques à la Caisse des dépôts. Et puis nous conclurons ce tour de table par Pierre Boileau, que je connais bien, que nous connaissons bien en tant que maire. Vous représentez le Grand Nancy au conseil d'administration de l'agence France Locale, société territoriale. Alors je vous indique que donc à peu près entre 5 et 10 minutes, une dizaine de minutes chacun en propos liminaires. Vous aurez ensuite les questions du rapporteur général d'une part, et puis ensuite l'ensemble de nos collègues, et vous reprendrez la parole sur les thèmes qui vous paraissent intéressants. Vous pouvez les globaliser, pas forcément sénateur par sénateur, mais les globaliser pour ceux qui vous intéressent, en sachant que nous suivrons l'ordre inverse. Donc nous commencerons pour les réponses par M. Boileau, et nous continuerons dans l'autre sens. Voilà. Ceci étant dit, je donne donc la parole tout de suite à Stéphane de Deyan. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, un grand merci pour votre invitation. Je crois que c'est très important pour moi de venir vous rendre compte de l'activité de la Banque Postale en matière de financement local. Et peut-être pour commencer, quelques mots de présentation personnelle. Je suis rentré dans le groupe La Poste en avril 2021, juste après Mandarine. J'ai un parcours d'assureur, de banquier et de postier, et j'ai travaillé dans toutes sortes d'environnements, que ce soit des environnements privés, mutualistes ou d'entreprises publiques comme aujourd'hui. Depuis que je suis président du directoire de la Banque Postale, j'ai pu mesurer combien le financement local est au cœur de notre ADN et de nos priorités. Et en tant qu'assureur puis banquier, j'ai pu comprendre à quel point les communes, les métropoles, les départements, les régions sont des acteurs centraux du lien social, du tissu économique, et à quel point elles constituent une colonne vertébrale pour notre pays. En fait, en tant que filiale du groupe La Poste, la Banque Postale a un attachement historique et, je crois, légitime au territoire. C'est une banque complète qui accompagne les collectivités locales dans leurs besoins de financement et leur gestion. Et pour le financement des investissements, la banque s'adapte aux besoins et à l'organisation de chaque collectivité en proposant du financement bancaire direct, du financement obligataire, des financements pour les opérateurs de la collectivité, qu'il s'agisse d'un bailleur, d'un EHPAD, d'une entreprise publique locale, mais aussi des financements pour les délégataires du service public. Et, chose qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est qu'elle permet aussi d'optimiser le plan de financement avec une offre de recherche, de gestion et de recherche et de gestion des subventions qui s'appelle Subzen. Depuis 2015 et toujours en 2024, la Banque Postale, c'est le premier prêteur bancaire des collectivités locales et des hôpitaux publics. Elle apporte environ 25% des financements bancaires annuels nécessaires à la réalisation des investissements des collectivités. Ce qu'on met en œuvre pour faire ça, ce sont des moyens financiers qui sont complémentaires et variés. On mobilise notre propre bilan, qui est constitué de l'épargne de plus de 11 millions de Français, le bilan de SFIL, qui nous refinance, et puis le bilan de notre assureur CNP Assurance. Et ça, ces différents moyens nous permettent de répondre aux besoins de liquidité des collectivités et de compétitivité des territoires, puisque depuis le lancement de l'activité en 2012, la Banque Postale a apporté 50 milliards d'euros de financement long terme et 30 milliards d'euros de court terme à plus de 8000 collectivités. Et elle a également apporté 4 milliards aux délégataires des collectivités locales pour le financement d'infrastructures. Ce qu'on a fait à l'intérieur de ces financements, c'est qu'on a développé une offre dédiée au financement des enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux. Ce sont 14 milliards de prêts verts et sociaux à destination du secteur public qui ont permis de financer des projets qui contribuent aussi bien à l'accès à l'eau qu'aux mobilités décarbonées ou qu'à l'éducation ou encore à la santé. On apporte aussi un conseil et une expertise, je crois, assez unique sur l'évolution des finances publiques locales grâce à une direction dédiée d'études et de recherche
Cette direction, elle publie régulièrement des analyses qui sont, je crois, reconnues et qui contribuent au débat public sur la situation financière sectorielle par strate, par enjeu, par exemple la transition énergétique. Elle forme des nouveaux élus sur le budget et sur l'analyse financière en partenariat avec l'Association des maires de France. Et puis, en complément, nous nous sommes dotés dès 2012 d'un comité d'orientation qui est composé d'experts et d'élus des collectivités locales pour adapter notre accompagnement à l'actualité du secteur public local. On répond également aux attentes des collectivités sur l'amélioration des services d'encaissement et de paiement, en permettant, par exemple, aux régies du secteur public de venir déposer et récupérer des espèces dans nos bureaux de poste. Ce sont 800 000 opérations que nous réalisons chaque année et on accompagne les autorités organisatrices de mobilité et leurs exploitants dans la mise en place de solutions qui permettent d'utiliser la carte bancaire ou le smartphone comme titre de transport. Et puis, ce qu'on ne sait pas forcément non plus, c'est que nous sommes le premier acteur des solutions de paiement des aides sociales des départements sous forme de CESU. Et donc, au fond, l'ensemble de ces offres nous rend, je crois, légitimes et experts. Et ces expertises, on les apporte au plus près de chaque collectivité grâce à la proximité de nos chargés d'affaires spécialisés sur le secteur public local. Ils sont répartis sur tout le territoire métropolitain et l'outre-mer dans 45 implantations. L'autre chose qui me tient à cœur de dire, c'est que nous finançons toute taille de collectivité. On a notamment dédié une équipe aux petites collectivités qui ont besoin d'un accompagnement spécifique dans le montage de leur plan de financement. Et un financement sur 2 est proposé à des communes de moins de 10 000 habitants. C'est vraiment pour nous une priorité qui est inscrite dans notre plan stratégique pluriannuel et dans nos engagements d'entreprise à mission. Et donc, vous l'aurez compris, dans ce propos liminaire, la Banque Postale, qui est une banque à capitaux publics, je crois, offre une palette complète de services en pleine complémentarité avec les entités du pôle financier public, notamment la Banque des Territoires, bien sûr, où nos financements sont tout à fait complémentaires en termes de durée ou de nature, et avec SFIL qui nous permet de refinancer notre bilan. Finalement, notre souhait, c'est d'accompagner et de soutenir les collectivités locales dans la durée pour qu'elles puissent mener à bien leurs projets de développement et les transitions que notre économie doit réaliser. Peut-être pour conclure ce propos liminaire, une couleur un peu sur les inflexions que j'ai souhaité donner depuis que je suis arrivé. D'abord, nous avons souhaité augmenter notre intervention, c'est plus 25% de croissance de notre intervention. J'ai souhaité aussi qu'on augmente la part ESG, c'est-à-dire tous les prêts verts et sociaux dans une intervention qui a elle-même grossi. Une attention plus importante portée aux petites collectivités. Et puis cette idée qu'au fond, pour nous, il n'y a pas de petits ou de grands projets, il n'y a que des projets utiles. Et puisqu'on parle de choses concrètes, je voudrais donner quelques exemples. Un prêt de 350 000 € à Saint-Jory pour l'extension de l'école maternelle et les équipements de la Maison de la Culture. La réouverture de la ligne ferroviaire Nancy-Contrexéville avec un financement à hauteur de 60 millions d'euros. 550 000 € dans la commune de Saint-Benoît pour les énergies renouvelables. 25 millions d'euros pour financer les subventions d'investissement versées aux SDIS de l'Hérault. Le renouvellement des équipements d'assainissement de la région Auray-Quiberon-Terre Atlantique au sein d'un plan Marshall de 50 millions d'euros étalé sur 4 ans. Au Plessis-Bouchard, le financement d'un gymnase via un prêt de 3 millions d'euros. Et puis je terminerai, pour ne pas être trop long, par un prêt social de 6 millions d'euros avec le département de la Guadeloupe pour un collège. Merci, Monsieur Deilhan. Alors peut-être, et ça permettra d'ailleurs dans votre reprise de parole de venir là-dessus, et je le dis aux 3 autres intervenants, nous serons intéressés pour avoir une partie de votre propos qui porte un peu une analyse de la façon dont vous considérez les collectivités, l'état des collectivités territoriales du point de vue de leur financement
aujourd'hui. Quel jugement vous portez? Est-ce que vous considérez que c'est un marché qui est, comment dire, qui est pour vous sain en tant que banquier, qui ne pose pas de difficultés? Est-ce que vous sentez monter quelques difficultés aujourd'hui? De quelle nature? La baisse de l'autofinancement, est-ce que ça vous inquiète? Pas? Bon, voilà. J'avais prévu de l'aborder dans la propos d'après, mais si vous voulez que je le fasse maintenant, je le fais maintenant avec plaisir. Maintenant, ça va être un peu tard. Ok, très bien. Mais par contre, si vous voulez bien y revenir. Avec plaisir. Voilà, dans la deuxième partie de votre propos, et je me permets de l'indiquer pour vos collègues, voilà, pour pouvoir intégrer si possible. Merci. Monsieur Urbal. Ça marche. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je vais commencer, comme l'a fait Stéphane, par me présenter. Donc moi, aujourd'hui, je représente le groupe BPCE. Je suis actuellement directeur du développement de la caisse d'épargne, des caisses d'épargne, mais je suis là au titre de BPCE et d'essayer de partager avec vous tout l'engagement qu'on a vis-à-vis des collectivités. J'ai un parcours exclusivement ou quasi exclusivement bancaire dans tous les métiers commerciaux. J'ai été dirigeant de la Caisse d'épargne Côte d'Azur et à partir de lundi prochain, je serai le patron de l'immobilier du groupe et président d'une banque de financement de la promotion. Alors pourquoi on m'a choisi, c'est que je connais bien les secteurs publics et ça fait plus de 25 ans que je finance les collectivités. Le groupe aujourd'hui est très présent et a réaffirmé dans la vision 2030, dans notre plan stratégique 2030, notre engagement vis-à-vis des territoires. Et quand on dit engagement vis-à-vis des territoires, bien évidemment, il y a le financement et l'accompagnement des collectivités. On a une chance importante, c'est d'être un lien très fort entre le privé et le public, lien qu'on est en train de renforcer. Alors lien sous toutes ses formes, hein, à la fois dans notre rôle d'opérateur social, puisqu'on on a aujourd'hui, on est le premier banquier privé du social, mais aussi un des gros financiers privés du secteur public. Sachez qu'on a à peu près 55 milliards d'encours sur les collectivités de toute nature, hein, de la petite jusqu'à la région, avec une production en 4 ans, la dernière année, de plus de 30 milliards d'accompagnement des collectivités, avec une forte accélération en 2024, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans le montant financé, et cette volonté de continuer de les accompagner. Ce que je dirais aujourd'hui sur notre vision sur la santé des collectivités, on a vu avec le transfert des compétences des communes vers les départements, vers les régions, je dirais une accélération de l'endettement des gros porteurs, des grosses collectivités, hein, que sont les départements et les régions, et on a continué de les accompagner, avec des communes aujourd'hui qui ont pour nous une santé financière très acceptable, enfin qui ne nous pose aucun souci, avec des difficultés peut-être dans les pistes qu'on essaye de pousser, c'est peut-être plus de fléchage des financements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on répond à des appels d'offres qui sont de nature à des enveloppes. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, vous évoquiez l'obligation de financer la transition énergétique. Il serait pour nous important de pouvoir flécher davantage. Et pourquoi les flécher? Parce qu'on a des partenariats et des financements, que ce soit avec notre SCF ou avec la BEI. Et ça serait plus simple. Je pense qu'on pourrait améliorer les conditions faites aux collectivités en fléchant davantage les enveloppes et de les flécher davantage sur le green. C'est ce qu'on essaye de faire. On a également, en 2025, hein, c'est tout frais, racheté une structure qui nous permet d'aller chercher des subventions, que ce soit au niveau européen, au niveau français, pour accompagner les collectivités dans leur financement. On note aujourd'hui,
on n'a pas le sentiment qu'il y ait des difficultés de financer les collectivités. À chaque fois qu'on répond à un appel d'offres, on est au moins 4 à le faire, et il y a une vraie capacité, je pense, d'accompagnement des collectivités. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve. Mais voilà, si on avait davantage de fléchage sur les collectivités au service notamment green, je pense que ça serait utile pour nous. On est bien évidemment, que ce soit les banques populaires, que ce soit les caisses d'épargne, que ce soit Natixis, chacun à son niveau, chacun avec son niveau d'expertise, on intervient et on continuera de le faire dans les années à venir. On a vraiment cette volonté forte de pouvoir le faire. On a des partenariats avec l'Association française des maires. On essaye d'être très présent dans toutes les réunions, dans tous les salons pour justement être le plus proche des besoins et sur des besoins et d'être le plus en amont possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec toutes les équipes qui sont sur le terrain, d'être très présent en amont pour justement anticiper toutes les demandes et pouvoir répondre à ce besoin d'accompagnement. Donc, moi, ce que je voulais réaffirmer aujourd'hui ici, c'est que le groupe BPCE, dans toutes ses dimensions, a vraiment à projeter d'accélérer et de continuer à le faire, y compris sur les petites communes où on a mis des systèmes d'accompagnement à distance, mais où on essaye vraiment d'être très présent. Et donc, que vous soyez assurés que justement on soit un acteur privé important pour le financement des collectivités, qui aujourd'hui ne nous inquiète pas plus que ça en termes de risques, à quelques exceptions peut-être, mais en tout cas voilà, et ce que je pouvais vous dire en propos préliminaires. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec Antoine Saint-Oyen, donc directeur de la Banque des Territoires. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le commissaire surveillant, cher Hervé Bazin, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour m'inviter à m'exprimer devant vous aujourd'hui au sujet du financement des projets d'investissement des collectivités territoriales, qui est un sujet absolument prioritaire d'intervention pour le groupe Caisse des dépôts, à la fois pour la Banque des Territoires, dont j'assure aujourd'hui effectivement la direction par intérim, mais par ailleurs pour l'ensemble du groupe, puisque la Banque Postale est une filiale de la Poste, qui elle-même est une filiale de la Caisse des dépôts. Et il en est de même pour la SFIL, qui, comme ça a été indiqué par Stéphane Dédéian, intervient en lien avec la Banque Postale sur le refinancement des prêts aux collectivités locales. Donc ensemble, la Banque des Territoires, la Banque Postale, la SFIL accordent une place très importante dans leur stratégie au financement des projets d'investissement des collectivités locales. Alors, en effet, pour la Caisse des dépôts, le financement du secteur public local, c'est un métier historique, mais c'est un métier que, grâce au renforcement de nos implantations régionales, nos 16 directions régionales, nos 35 implantations territoriales, nous avons souhaité renforcer en diversifiant notre offre, à la fois notre offre de prêt, je vais y revenir, et une offre de prêt qui à la fois s'est diversifiée en termes de cibles de projets financés, mais également de volume, puisqu'on a eu une très forte augmentation des volumes financés en 2024. Mais nous intervenons également en ingénierie et en conseil pour faciliter la réalisation de projets. Et nous intervenons en investissement sur les fonds propres de la Caisse des dépôts pour intervenir également aux côtés des collectivités, notamment dans des sociétés d'économie mixte ou des sociétés de projet. Peut-être rappeler le fait qu'en tant qu'institution publique d'intérêt général, nous avons vocation à apporter un certain nombre de caractéristiques que le marché lui-même ne peut pas nécessairement apporter. Peut-être je vais insister sur 4 de ces spécificités. La première, c'est vraiment le principe d'universalité. Nous finançons l'ensemble des collectivités, de grandes collectivités comme de toutes petites collectivités. Alors, à la fois Stéphane Dédéian et
Monsieur Urbal ont expliqué qu'ils finançaient également des petites collectivités, mais c'est vrai que du côté de la Banque des Territoires, nous avons notamment cette caractéristique d'avoir des prêts universels, c'est-à-dire que les mêmes conditions de prêt s'appliquent à l'ensemble des contreparties. Il n'y a pas de différenciation des conditions financières en fonction de la contrepartie, en fonction du risque apprécié de la contrepartie. Et ça permet de financer donc des grands projets. En 2024, nous avons financé des grands projets, notamment, par exemple, matériel roulant de la SPL Mobilité Hauts-de-France pour 440 millions d'euros. Mais nous avons également financé beaucoup de tout petits projets, des projets à moins de 100 000 euros. Par exemple, dans la commune de Haussin, en Haute-Garonne, une petite commune de 90 habitants, un prêt de 49 000 euros en complément du fonds vert pour la rénovation énergétique de la mairie. Et des projets de ce type-là, nous en avons énormément. Des projets de petits montants pour des communes de taille vraiment très réduite. Deuxième spécificité, la longévité de nos prêts, puisque nous finançons l'ensemble de ces prêts majoritairement sur des ressources du fonds d'épargne. Alors, nous utilisons parfois d'autres types de ressources, les ressources de la SFIL, les ressources de la BEI et parfois les ressources de la section générale de la Caisse des dépôts, mais la grande majorité de nos prêts sont financés sur fonds d'épargne. Et ce financement sur fonds d'épargne permet de financer des projets à maturité très longue, donc au-delà de 25 ans et allant jusqu'à 80 ans pour les projets notamment de portage foncier, 50 ans pour des projets de rénovation de réseaux d'eau, 35 ans pour des projets de rénovation d'écoles, de collèges, de lycées. Donc voilà, nous sommes vraiment sur des maturités très longues et c'est ça notamment qui permet de bien s'articuler au sein du groupe Caisse des dépôts avec l'intervention de la Banque postale, puisque on va dire, la Banque postale a vocation à intervenir sur des maturités jusqu'à 25 ans et la Banque des Territoires au-delà de 25 ans. Troisième spécificité, le fait que les marges que nous appliquons, donc le tarif de ces prêts, est cohérent avec le degré de contribution à l'intérêt général des projets qui sont financés et non pas avec le niveau de risque de la collectivité. Puisque nous prêtons avec des tarifs qui sont le taux du livret A avec une marge, et que le niveau de cette marge dépend en fait justement du caractère vert des projets. Pour tous les projets qui sont qualifiés de verts, nous appliquons une marge de 40 points de base sur le taux du livret A, ce qui veut dire aujourd'hui, avec un taux du livret A à 2,4%, des prêts à 2,8%. Sur des maturités qui, comme je l'indiquais, peuvent aller jusqu'à 35-50 ans. Donc, pour des projets on va dire, de cohésion sociale, on a des marges à 60 points de base et puis on a des marges qui sont croissantes en fait en fonction du niveau de contribution. C'est la même chose d'ailleurs pour le logement, puisque nous finançons beaucoup le secteur du logement. Plus le logement a un caractère social, plus la marge est faible. Plus le logement est intermédiaire et se rapproche de logements, on va dire, moins abordables, plus les marges sont élevées. Donc voilà, ça c'est vraiment une spécificité très forte de notre modèle. La quatrième et dernière spécificité, peut-être, c'est vraiment le fait que nos financements ont vocation à s'inscrire de plus en plus dans des programmes ciblés sur des priorités de politique publique, qui sont justement portés par les collectivités, que ce soit des priorités de politique publique sectorielle. On a mis en place un programme spécifique sur tout ce qui est le secteur de l'eau, la rénovation, l'assainissement, la rénovation des réseaux d'eau, l'assainissement. Donc on a eu une augmentation très forte des financements sur l'eau, un programme sur la rénovation thermique des bâtiments publics et plus particulièrement des écoles, collèges et lycées. Et lorsqu'on rentre dans des programmes de ce type-là, au-delà du fait de pouvoir bénéficier de financement de la Banque des Territoires, on peut aussi bénéficier justement d'ingénierie, de conseils qui permettent de faciliter la concrétisation des projets. Ça, c'est les programmes sectoriels. On a également des programmes géographiques, notamment les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain,
auxquels on contribue fortement via nos financements. Et c'est notamment parce qu'on est devenu un acteur important du programme Petites Villes de demain qu'on a pu, en 2024, augmenter très fortement notre intervention auprès de petites villes, effectivement, qui étaient peut-être moins des clients précédemment. Voilà pour les grandes spécificités de l'intervention de la Banque des Territoires. Peut-être sur les dynamiques, justement, telles qu'on les constate, telles qu'on les a constatées, telles qu'on les anticipe. Ce qu'on a constaté en 2024, c'est une forte croissance de l'investissement local. Effectivement, on a des dépenses d'investissement qu'on estime entre 80 et 85 milliards d'euros au titre de 2024, donc un niveau qui est en forte croissance par rapport à 2023 et qui s'inscrit dans une dynamique de croissance qui avait commencé en 2021. Selon la DGFiP, d'ailleurs, ce niveau de 2024 est le niveau historiquement le plus élevé jamais constaté depuis 40 ans en termes d'investissement, dépenses d'investissement des collectivités locales. Alors pourquoi est-ce que on a cette croissance? Parce qu'on a, de notre point de vue, constaté que les exécutifs locaux avaient poursuivi leurs projets, les avaient même accélérés dans la période actuelle, avec une capacité à puiser en partie dans leur capacité d'autofinancement et par ailleurs à recourir davantage à l'emprunt, ce que leur permet leur situation financière qui est globalement saine de notre point de vue. On considère qu'en dépit d'une baisse de la capacité d'autofinancement constatée en 2024, on conserve une situation qui est globalement saine et qui permet de continuer de recourir à l'emprunt avec une hétérogénéité quand même entre les catégories de collectivités, un bloc communal qui reste dans une situation qui, de notre point de vue, est vraiment saine, des régions sur lesquelles la situation s'est un peu dégradée et des départements qui, eux, sont quand même dans une situation plus compliquée du fait de la baisse des DMTO. Et dans ce contexte donc, de forte croissance de l'investissement local en 2024, la Banque des Territoires a également fortement augmenté ses financements, puisque, en plus des 6 milliards d'euros de financement accordés par la Banque Postale et SFIL en 2024, la Banque des Territoires a accordé 5,3 milliards d'euros de financement au secteur public local en 2024 et a permis de financer 1300 projets territoriaux. 5,3 milliards d'euros, c'est une hausse très importante, puisque c'est à rapporter à environ 1 milliard d'euros de prêts qui étaient faits historiquement jusqu'à 2022. En 2023, il y avait déjà eu une hausse et là, ça s'est fortement accéléré en 2024. Et cette tendance à la hausse, en fait, se poursuit début 2025, puisque pour ce qui est des prêts au secteur public local, on constate sur le premier trimestre, donc les 3 premiers mois, on a déjà les chiffres, en tout cas tels qu'on les estime aujourd'hui, du premier trimestre, une hausse de 20% par rapport à 2024 sur le premier trimestre 2025 des financements au secteur public local. Voilà, en conclusion, je voudrais donc redire que pour le groupe Caisse des dépôts, le financement du secteur public local est une priorité très forte. On a une volonté de continuer à intervenir de manière significative, notamment sur les prêts liés à la transformation écologique, parce qu'on est convaincu que c'est des investissements qui sont indispensables et que par ailleurs, ces investissements sur le moyen long terme peuvent permettre de réaliser également des économies et peuvent se justifier d'un point de vue économique. Merci pour votre attention. Merci, merci Monsieur Saint-Oyen. Donc nous terminons ce tour de table avec Pierre Boileau, qui au-delà d'être maire est membre du conseil d'administration de l'agence France Locale. Bon, je rappelle, j'ai moi-même participé à l'époque, d'ailleurs, à la création de l'agence France Locale. C'était une période très particulière, c'était lié à la crise de 2008 et finalement à la chute des financements bancaires durant cette période où il n'y avait plus d'offres bancaires dans cette période-là, ou en tout cas une offre bancaire extrêmement limitée, on va dire ça de manière plus modérée. Mais c'est donc une époque particulière. Donc vous avez aujourd'hui
15 ans ou 16 ans finalement de vie ou d'existence. Vous pourrez nous dire donc un petit peu où se situe aujourd'hui l'Agence France Locale, quel est son poids dans les prêts aux collectivités locales, et comment elle voit également ce marché, si je puis dire, des collectivités locales et la façon dont vous le pénétrez. Monsieur Boileau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je suis un peu un cas particulier puisque maire d'une ville, vice-président d'une métropole, banquier dans le passé, mais professionnellement. J'ai fait un parcours dans une banque très sérieuse qui s'appelait le Crédit Agricole et qui finançait les collectivités. Mais les 4 banques ici présentes sont très sérieuses. C'était mon petit clin d'œil simplement pour vous dire que la fin de ma carrière, les 15 dernières années, j'étais directeur des entreprises. Et à ce titre, je suis maire d'une commune qui a la particularité d'avoir pas plus de 6 000 habitants, mais plus de 8 000 emplois sur son secteur industriel. Donc une commune qui a besoin des entreprises et qui connaît bien, si vous voulez, la particularité de ses habitants et de ses, de ses entreprises. Moi, je voudrais revenir sur la création de la banque pour dire où nous en sommes. Le président m'a tendu la perche. Je rappelle que dans les années 2000, 2002, 2003, les grandes collectivités s'interrogeaient pour essayer de se regrouper, faire des emprunts obligataires sur les marchés. Certaines y arrivaient, d'ailleurs c'est toujours le cas de la ville de Paris, mais d'autres n'y arrivaient pas ou difficilement. Et puis nous sommes passés par l'année 2008 avec la crise des subprimes, et puis derrière cela, la faillite de Dexia. Et bien évidemment, avec toutes ces difficultés, on a vu les banquiers traditionnels se retirer petit à petit, mais non pas totalement, mais en partie, pour le financement des collectivités. Et à partir de 2012, sous l'égide de Jacques Pélissard, France Urbaine, l'AMF, etc., nous avons créé un groupe de travail dans lequel j'ai participé, 11 membres, qui à l'époque avait amené 500 000 €, Monsieur le Président, pour pouvoir constituer l'étude nécessaire au démarrage éventuel d'une banque. Alors bien évidemment, l'étude a été longue, aidée par des avocats, des banquiers, des experts comptables, des spécialistes de la finance, j'en passe. Après avoir surmonté des difficultés, schéma long, complexe, observation de Bercy, des cabinets gouvernementaux, de la réglementation bancaire, bref, il nous a fallu passer toutes ces périodes ou ces petites études à faire complémentaires. Et puis en 2013, nous avons lancé la création de l'AFL avec un début d'activité en 2015, après avoir eu l'agrément de la CPR qui n'était obligatoire pour pouvoir prêter. La première émission obligataire a eu lieu donc en 2015, ainsi que le premier prêt aux collectivités. Et nous fêtons donc cette année les 10 ans. Eh bien, la banque aujourd'hui ne prête qu'à des collectivités publiques, bien sûr. Elle appartient en totalité à ses actionnaires, puisque pour être bénéficiaire d'un financement, il faut être actionnaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut constater? Eh bien, déjà, premier constat, nous avons évolué conformément au plan de charge qui avait été mis en place à cette époque. Nous allons voir l'ensemble des collectivités, petites, moyennes et grandes. Nous avons des petites communes, nous avons des départements, nous avons des régions, comme la région Aquitaine notamment. Et puis, nous finançons des petits projets. Le plus petit était de 10 000 €, le plus gros 100 millions pour le moment. Donc nous ne sommes pas à la comparaison avec mon voisin. Malgré tout, nous progressons régulièrement. Cette année, nous avons fait 2 milliards de réalisations, environ 10% d'investissement global et 40% chez nos actionnaires, ce qui montre notre progression régulière. Et grâce aussi à la qualité des personnes qui travaillent dans cette banque, puisque nous avons une particularité, nous sommes une petite banque, mais avec seulement 43 salariés. Donc une banque qui est totalement, très, très fortement équipée en termes d'informatique, bien sûr, pour pouvoir gérer tout cela, mais surtout sur le dernier cri,
Et nous allons auprès des collectivités, petites et grandes, grâce à des personnes comme Philippe Rogier, ici derrière moi, qui peut être mon assistant s'il y avait besoin. Nous sommes depuis le début du projet, voire l'avant-projet, où nous sommes interrogés. Et j'ai le cas d'un de mes voisins, d'une collectivité de taille correcte voisin, qui à l'époque voulait faire un financement pour faire sa piscine, belle grande piscine, et qui malheureusement n'avait pas les moyens de le faire. Grâce à l'étude qui avait été faite par Philippe notamment, les mesures qui ont été prises, le financement de cette collectivité aujourd'hui est tout à fait possible. Les réalisations ont été faites. Ça veut dire que nous accompagnons le projet avant vraiment son départ. Nous l'accompagnons tout au cours de l'instruction du dossier pour finalement financer au mieux le projet, que ce soit ligne de trésorerie, court terme relais ou financement moyen terme. Par ailleurs, j'écoutais mon voisin qui disait que les collectivités ont beaucoup investi. Je confirme tout à fait que les investissements sont encore en augmentation. Nous arrivons vers la fin de mandat, donc des réalisations promises. Et nous avons eu surtout, pour un certain nombre de collectivités, l'appui de subventions telles le Fonds vert, qui a permis de débloquer et de faire avancer des projets qui auraient pu être encore quelque temps bloqués. On peut se poser des questions sur le demain par rapport à ces diminutions d'aide sur certains projets. C'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième, qui peut gêner demain ou après les collectivités, c'est le manque de vision à moyen terme sur ces dépenses de fonctionnement. On prend un seul exemple aujourd'hui. Vous êtes arrivé l'obligation de financer la prévoyance pour les collectivités. Vous êtes arrivé l'obligation au 1er janvier 2026 de financer la santé. Et en supplément, vous avez la CNRACL avec des augmentations très significatives. C'est autant de disponible qui est consommé en fonctionnement, donc moins d'apport sur des projets, certainement plus de besoins au recours du financement futur, néanmoins avec à un moment donné un plafonnement parce que, bien évidemment, il faut après rembourser. Ceci dit, nous n'avons aujourd'hui, compte tenu de notre encours, nous avons réalisé depuis la création plus de 10 milliards d'encours, zéro problème particulier, des collectivités qui sont globalement saines, bien gérées, mais je ferai la même remarque. Collectivités, que ce soit petites communes, moyennes communes ou grandes communes, assez correctes. Département compliqué maintenant, région a légèrement baissé le curseur, mais on sait aussi les charges qu'elles ont aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président. Peut-être un dernier point quand même pour vous dire qu'aujourd'hui, nous finançons tout type d'investissement. Nous n'avons pas de prêt bonifié spécifique. Nous essayons simplement d'avoir le meilleur taux pour l'emprunteur. Merci. Merci, Monsieur Boileau. Nous avons donc avec vous quatre une vision assez complète de l'offre pour les territoires. Monsieur le rapporteur général, vos premières questions. Oui, d'abord, remercier chaque intervenant pour ce tour d'horizon et je me félicite qu'on ait pris cette initiative dans la fin du mandat municipal pour le bloc communal de faire le point parce que finalement, j'ai envie de dire, chaque réseau a ses spécificités, je les ai entendues, à son histoire, mais je suis quand même, comme je suis un peu marqué, mais je pense comme tous mes collègues, par la musique lancinante qui est devenue une rengaine désagréable aux oreilles et teintée de contre-vérité pendant un certain nombre d'années de l'exécutif, expliquant qu'une partie non négligeable des difficultés du pays tenait à l'inconséquence des collectivités sur leurs dépenses de fonctionnement. Voilà, je pense que ça, on a notamment, Pierre Boileau l'a dit, les dépenses de fonctionnement, enfin, l'État en a transféré un certain nombre au fil du temps. Certes, les collectivités, certaines en tous les cas, font des choix également de se satisfaire ou de laisser, comment dirais-je, gonfler les dépenses de fonctionnement, mais ça permet, voilà, de remettre peut-être les choses mieux et plus en perspective, parce que je pense, j'ai quelques questions autour du sujet, finalement, de la capacité d'investissement, et je crois de la période qui est une période peut-être un peu unique,
qu'on connaît depuis quelques années. Pourquoi je dis un peu unique? Parce que j'avais des questions prévues sur pourquoi vous faites plus des prêts ciblés. Vous l'avez expliqué, certains, et l'agence France Locale a dit l'inverse. Je garde mon panier garni et je donne, c'est au projet, et globalement, je donne le meilleur, je ne fais pas des prêts ici ou là. Donc, c'est des stratégies différentes. Ce que je trouve bien, c'est qu'elles répondent, en tous les cas, elles permettent d'avoir une variété d'interlocuteurs, et puis on choisit. Et en tous les cas, pour l'instant, quand j'entends l'agence France Locale, quand on connaît l'historique, le temps qu'il a fallu pour la porter sur les fonds baptismaux, voilà, 10 milliards d'encours. Pour l'instant, pas de problème. Ça permet, et avec des petites équipes, donc des frais de fonctionnement. C'est d'ailleurs la seule chose, finalement, que vous n'avez pas abordée. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir, comment dirais-je, les recettes que vous faites en proposant aux collectivités, les uns et les autres, enfin, on va dire vos taux de marge, hein, c'est pas un gros mot. Je pense que c'est un marché. Évidemment, nous, on a tendance à dire qu'il faut faire du gagnant-gagnant, voilà, sans que le taux de marge soit trop important. Pourquoi je disais on est à une période charnière? Parce que je continue de me poser la question sur le financement auprès des collectivités pour de très long terme, on va dire au-delà de 25 ans. Il n'était pas autorisé il y a moins d'une décennie. Aujourd'hui, il apparaît comme étant la solution magique. Simplement, on arrive à un moment où beaucoup d'équipements structurants sont en fin de vie. Réseau d'eau, écoles, collèges, lycées, gendarmerie, salles de sport, salles de spectacle, centres culturels. Et donc, on pourrait céder une facilité dans le même moment de prendre, parce qu'il n'y a pas trop le choix, beaucoup de financement avec du long terme. Or, on est d'accord, ça va réduire durablement la capacité des collectivités à supporter parfois des investissements inhabituels, nouveaux. Et donc, il faut, je pense qu'il y a un vrai sujet à travailler. Et c'était une de mes questions, mais la Banque des Territoires y a apporté des éléments de réponse, mais je la pose un peu aux autres. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir une vision prospective consolidée du niveau d'investissement public? Je parle des investissements structurants, hein, parce qu'on pourrait rajouter tout ce qui est ferroviaire, routier, autoroutier, avec l'état de dégradation de ces réseaux et l'extension continue liée à l'urbanisation, et de se dire, est-ce que vous n'avez pas collectivement une offre à faire, un espèce de package pour venir donner un coup d'accélérateur qui permet, comment dirais-je, de rénover et de redonner du moral et de la confiance dans les territoires. Je dis ça parce qu'on entend quand même l'État, je le dis, hein, qui est un vieillissement des écoles dans les communes, parfois dans les grandes villes, parce qu'on n'ose pas fermer ici. Enfin, tout ça est assez compliqué. Et je me dis, est-ce que ce ne serait pas une réflexion à avoir pour avoir une meilleure réponse de la dépense publique, mieux ciblée, plus efficace, et je l'espère aussi moins chère, et peut-être s'inscrivant dans un temps un peu moins long par la conjonction d'une réflexion collective. Et si on ajoute quand même que parfois on a plus de besoins, mais on va avoir aussi, pour l'instant, on a une chute de la démographie, on voit que sur tout ce qui est un certain nombre de grands équipements, vous devez aussi, je pense, éclairer l'avenir et faire prendre conscience, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, ni l'État, ni les régions, ni les départements. Je pense qu'on doit ouvrir un peu les yeux aux uns et aux autres. Donc c'était, pour l'essentiel, les questions que je voulais vous poser. Peut-être juste sur, comment dirais-je, l'agence France Locale. La Cour des comptes a livré quelques observations récemment, notamment deux. Une qui, comment dirais-je, interroge et souligne le lien entre le capital injecté par chaque actionnaire et sa capacité d'emprunt.
comment est-ce que vous analysez ces observations et ces remarques, et est-ce que vous envisagez de prendre des mesures, et lesquelles, pour répondre à cette préoccupation qu'a soulignée la Cour des comptes? Merci, monsieur le rapporteur général. Donc, je vais donner la parole tout d'abord à Bernard Delcros, puis Marc Lamini. Oui, merci, monsieur le président. Merci à chacune, chacun d'entre vous. Deux questions. Monsieur de Deyan, puis la Banque des Territoires aussi, vous avez indiqué une croissance importante des prêts en 2024 et visiblement, on est sur la même trajectoire pour 2025. Alors, vous avez en partie répondu à la question pour expliquer cela. Davantage d'investissement des collectivités, peut-être l'arrivée de nouvelles enveloppes de soutien à l'investissement comme le Fonds vert, vous l'avez évoqué. Mais est-ce qu'au-delà de ça, vous avez le sentiment ou pas qu'il y a une baisse de la capacité d'autofinancement des collectivités qui les amène à avoir davantage recours à l'emprunt ou pas? Et puis, on n'a pas du tout parlé, ou si je ne me trompe pas, des taux d'intérêt. Vous pouvez nous dire un mot sur les taux d'intérêt, les perspectives d'évolution, comment vous voyez les choses? Et enfin, peut-être une question plus particulière pour vous, monsieur de Deyan. Il y a un problème d'actualité sur l'assurabilité des collectivités. Est-ce que la filière assurance de la Banque Postale peut envisager, à moyen terme, je ne sais pas, en tous les cas, de venir accompagner les collectivités et en tous les cas contribuer à résoudre ce problème d'assurabilité des collectivités? Merci Bernard. Marc Lamini, puis Ghislaine Sonnet. Oui, merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le rapporteur général. Merci à nos invités, je dirais, pour vraiment leur synthèse tout à fait concrète et réaliste sur l'ensemble des prêts à l'ensemble des collectivités locales. Alors moi, j'aurais une question un peu de portée générale sur les délais d'instruction, parce que souvent, dans les modestes communes, ayant été maire à l'époque d'une petite commune, et malheureusement, on ne peut plus être maire dans nos cas, et c'est quand même un handicap, parce qu'on était au cœur réellement des dispositifs et à la base. Et ça, malheureusement, on reste simple conseiller municipal et franchement, on a perdu complètement le fil. Et c'est pour ça que votre expertise nous apporte beaucoup. Alors, c'est la complexité sur les délais d'instruction des dossiers. Parce que souvent, ça paraît simple, mais en réalité, c'est quand même très compliqué de constituer des dossiers de prêt. Et je sais que vous demandez beaucoup de documents, ce qui est quand même tout à fait nécessaire et indispensable. Mais c'est vrai, pour les maires de village, c'est quand même très compliqué. Et souvent, je dirais, on a quand même, même s'il y a les aides, puis il y a aussi les aides aussi de la direction des finances publiques, parce que c'est aussi nos interlocuteurs. Pour les analyses financières, est-ce que vous réalisez aussi conjointement des analyses financières? Et ma dernière question, ça s'adresse plus particulièrement au président de la Banque Postale, parce que dans vos exemples, vous avez cité une voie ferrée que je connais bien, quand j'étais à l'armée, il y a très longtemps. Nancy, Pont-Saint-Vincent, Vézelise, Mirecourt, Contrexéville. Alors, vous avez parlé d'un prêt de 60 millions d'euros, monsieur le président, 60 millions d'euros. Et là, le prêt est porté par quelle collectivité? Parce que c'est les régions autorités organisatrices. Après, il y a des SPL. Franchement, moi, j'ai de plus en plus de mal à m'y retrouver au niveau des interlocuteurs, ce qui est aussi, je conçois, une très bonne chose. Mais comment s'articule ce financement sur un exemple précis que vous avez cité, monsieur le président? Je vous remercie beaucoup. Merci Marc. Vous voyez, monsieur le président, c'est ça le problème quand on cite des exemples. C'est qu'après, on y revient. Moi, j'ai au sein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on peut y revenir comme ça. Merci Marc. Ghislaine Sonnet, puis Georges Patient. Je n'avais pas tout à fait demandé la parole, mais je la prends avec grand plaisir. Vous avez été noté, donc
C'est peut-être ma collègue Isabelle Briquet. Non, mais prenez la parole, allez-y, ben, ou si vous ne la voulez pas, vous la rendez. Je prends avec grand plaisir, d'autant plus que, en fait, au fil des années, en fait, on voit systématiquement qu'on a les collectivités territoriales qui s'inquiètent, je pense, de manière tout à fait légitime, de la baisse de leur capacité d'autofinancement liée au financement DGF et de transfert de compétences de plus en plus importante. Et la réalité, c'est que vous venez systématiquement autour de la table pour nous expliquer que la situation reste malgré tout saine, en tout cas pour les communes, moins effectivement pour les départements, et avec une situation qui se dégrade pour les régions, même si elles avaient, en tout cas pour certaines, une capacité à pouvoir absorber. Moi, j'ai une question. Alors, je ne vais pas vous fâcher avec la majorité sénatoriale, mais quel impact du DILICO, finalement, qui touche aussi la question de l'autofinancement. Et je sais que notamment la Banque Postale a fait un très gros travail territoire par territoire pour expliquer finalement l'impact, puisque une grande majorité de collectivités n'ont pas encore concrètement les chiffres. J'espère que ça y est, maintenant elles l'ont, mais en fait il y a beaucoup de communes rurales qui ont découvert que finalement elles avaient à mettre en fonds de réserve une partie, et voilà, d'une manière globale, j'aimerais savoir si d'ores et déjà vous avez des signaux sur ce sujet-là. Merci Ghislaine. Georges Patient, s'il a demandé la parole, je vais vérifier. Oui, j'ai 3 petites questions, Président. La première concerne la Banque des collectivités, l'AFL. J'ai vu sa répartition géographique. Il me semble qu'elle intervient partout dans l'Hexagone, dans quelques collectivités d'outre-mer, mais elle n'intervient pas ni à Mayotte ni en Guyane. Est-ce un choix délibéré? Est-ce que ces collectivités n'ont pas été démarchées? La seconde porte sur la Banque Postale. Il me semble qu'elle n'intervient pas dans le secteur public local dans les Outre-mer, alors qu'elle y est installée. Elle est installée dans quasiment toutes les communes. Est-ce du fait d'une implantation très forte de l'AFD, de la Banque des Territoires, de la BPI? Est-ce un problème de groupe, parce que je sais que la Banque Postale fait partie du groupe de la Caisse des dépôts aussi. Et la troisième question, c'est une question d'ordre plus général. Est-ce qu'une banque française a le droit de refuser d'octroyer des crédits à des clients qui ne seraient pas domiciliés fiscalement en France métropolitaine, ce qui exclut les Outre-mer? Est-ce que c'est légal? Merci pour ces questions précises, Georges. Grégory Blanc, puis Isabelle Briquet. Oui, dans la continuité de ce qu'ont évoqué nos collègues et mes collègues, on voit qu'on a le choix de l'État de faire financer les murs d'investissement. Il y avait celui du vieillissement, celui de la transition écologique, désormais aussi le mur d'investissement militaire, par la dette, c'est-à-dire par de la dette supplémentaire. Et cela a été dit par les ministres successifs, en soulignant aussi la capacité d'emprunt des collectivités territoriales, notamment pour l'investissement de la transition écologique. Et en même temps, on sait qu'on a un État qui est schizophrène, puisqu'il souligne aussi la dégradation des comptes, du compte des collectivités, en essayant de faire en sorte que les collectivités continuent d'emprunter un peu moins. Bon, ça c'est le constat. Ma question est simple. Tous les jours, effectivement, il y a un article de presse, comme le soulignaient les collègues, sur les enjeux d'accès au financement, avec des hausses ou en tout cas avec des conséquences sur les hausses de taux d'intérêt. Je parle là du contexte international, mais on sait que ça va forcément avoir un impact sur les collectivités. Est-ce que dans vos ratios, dans vos analyses, je le dis notamment pour les départements qui n'ont plus de pouvoir de taux et pour les régions, est-ce que le fait d'avoir un pouvoir de taux est un élément d'analyse des CAF? Est-ce que demain, ça pourrait être un élément préjudiciable ou favorable pour les collectivités, selon qu'elles en sont pourvues ou non, dans, j'allais dire, le taux qui est proposé à la dite collectivité? Dit autrement, est-ce que pour un département, ça coûterait plus cher parce qu'il n'a pas la possibilité d'augmenter ses recettes?
Merci Grégory. Isabelle Briquet, puis Arnaud Bazin. Merci Président. Donc merci aux différents intervenants. Vous nous avez tous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude sur les financements des collectivités, avec la différence, commune plutôt encore pas trop mal, les régions qui commencent à souffrir, les départements qui sont pour beaucoup dans le rouge. Je rejoins un peu les propos du rapporteur en début de la séance de questions. S'il n'y a pas de difficulté sur les financements actuels, compte tenu des durées d'endettement des collectivités, des charges croissantes aussi qui pèsent sur les collectivités, pas de leur fait. On parlait il y a eu les points d'indice, il y a les cotisations CNRACL. Est-ce que vous portez le même regard sur la capacité de désendettement de ces mêmes collectivités? Et j'aimerais savoir aussi, notamment là plus sur le champ communal, est-ce que vous voyez vraiment, vous mesurez vraiment l'effet levier que peuvent avoir les dotations dans les projets que vous êtes amenés à compléter en financement par prêt? Et enfin, dernière petite question, c'est sur le budget vert, le président en a parlé. Est-ce que vous appréhendez différemment les collectivités qui l'ont mis en place en matière de financement? Merci. Merci Isabelle. Arnaud Bazin, puis Laurent Saumon. Merci Monsieur le Président et merci à tous les intervenants pour ces présentations fort précieuses et précises. 3 questions rapides. Tout d'abord pour la banque postale et le réseau BPCE. Je voulais savoir quelles sont les prescriptions de la CPR en matière de prise en compte du risque crédit, donc auprès de collectivités, dans leurs comptes. Comment il est apprécié? Est-ce que ça a des conséquences pratiques pour eux? En matière d'AFL maintenant, j'ai bien entendu un certain nombre de précisions sur les emplois, mais sur les ressources, quel est le mode de financement principal de l'AFL? Est-ce que ça a des conséquences en matière de compétitivité vis-à-vis de ses concurrents, évidemment, sur le marché? Et puis, dernière question, on a évoqué les prêts longue durée au-delà de 25 ans, qui sont une spécificité donc, de la Caisse des dépôts à travers la Banque des territoires. Est-ce que Antoine Saint-Oyen juge qu'il y a une bonne adaptation entre la durée de ces prêts et les durées admises en matière de comptabilité publique pour l'amortissement des équipements qui ont été financés par ces prêts? Merci. Merci Arnaud. Laurent Saumon, puis Pierre Barros. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à tous les intervenants pour la clarté des exposés, des capacités que vous avez aidé les communes, sachant qu'il y a l'importance majeure de l'ingénierie financière pour le projet de toutes les collectivités locales. C'est ce qui manque aujourd'hui dans la plupart des collectivités. 4 points que je voudrais évoquer. Le premier, c'est qu'au-delà des différences des collectivités que tout le monde constate et que vous avez confirmé quant à l'épargne brute, aujourd'hui, un article de l'Opinion précise que le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale dit que finalement, quand même, l'épargne brute reste à un niveau qui est jugé élevé. Donc, est-ce que vous partagez cette analyse qui veut dire en clair que finalement les collectivités se portent bien, chez l'abstraction des départements qui reste effectivement la collectivité la plus impactée? Le deuxième point, c'est qu'effectivement, vous avez parlé il y a l'effet starter des subventions, en particulier des fonds verts. Pour autant, la baisse des dotations, est-ce que ça n'a pas pour impact aussi d'augmenter le recours à l'emprunt? Je prends l'exemple de la région Hauts-de-France qui vient effectivement de baisser ces budgets. En tout cas, ils sont en augmentation en valeur brute, mais pour autant en diminution. Mais ce qui oblige à augmenter l'emprunt, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec l'objectif qui est fixé aux collectivités locales dans la participation au désendettement du pays et à la diminution du déficit, que finalement, en réduisant les dotations et les fonds verts, on oblige les collectivités à emprunter davantage? Et c'est un peu aussi donc le corollaire, c'est par rapport au DILICO. Est-ce qu'il ne manque pas dans ce dispositif, mais j'en ai parlé bien sûr avec son initiateur Stéphane Sautarel, est-ce qu'il n'y avait pas à prendre en compte aussi la capacité de désendettement des collectivités, au-delà, je dirais, de mettre en réserve une certaine somme, puisque finalement, on oblige les collectivités les plus en difficulté à emprunter davantage?
comment on peut prendre en compte dans le cadre du DILICO aussi l'épargne brute et surtout la capacité de désendettement. Enfin, je voudrais aussi demander si vous n'avez pas parlé de la BEI et donc avec la Banque des Territoires, comment pour aider les plus petites collectivités qui n'ont pas des projets à plus de 50 millions d'euros, comment on peut solliciter la BEI au travers de la Banque des Territoires pour financer les investissements des collectivités locales. Merci Laurent. Je crois que je termine avec Pierre Barros. Je crois que je n'ai pas d'autres demandes. Pierre Barros. Merci Monsieur le Président, merci messieurs pour vos présentations et le temps passé à cette commission. J'ai une réflexion et une question. La réflexion, je suis toujours un peu interrogatif sur l'appréciation de la santé financière des collectivités locales, notamment communes, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a communes et interco, et que du côté des interco, il y a peut-être une capacité comme ça à tirer de manière très positive le résultat dans les collectivités, et qu'il y a peut-être une distinction à faire entre les communes et les intercos quand même sur ce plan-là. Je pense que ce serait intéressant de regarder ça un peu plus précisément. Moi, j'ai une interrogation par rapport à des collectivités, d'ailleurs, qu'on a pu recevoir il n'y a pas très longtemps ici, qui ont subi des dégradations phénoménales dans le cas d'aléas climatiques, des inondations, des coulées de boue et choses comme ça, qui pouvaient d'ailleurs, dans une situation financière qui peuvent être un peu tendues, qui ont parfois des capacités de lever des emprunts qui sont déjà très très contraints, dans une situation assurantielle qui est quand même pas très facile, que l'on a bien développé ici dans cette commission. À un moment donné, comment on fait et quel est est-ce que vous avez des dispositifs, est-ce que vous avez des sollicitations, est-ce qu'à un moment donné, il y a un regard particulier par ces communes qui, à un moment donné, sont face au mur d'investissement de toutes les collectivités aujourd'hui en France, mais plus particulièrement parce qu'elles ont été ravagées par des inondations, des coulées de boue et autres. Et c'est potentiellement, à un moment donné, c'est pas leur faute, c'est pas parce qu'elles ont mal géré, c'est pas parce qu'elles ont trop investi ou trop fait fonctionner leur service public, c'est une situation particulière. Comment vous regardez de manière très particulière la situation de ces collectivités? Merci Pierre. Je vais peut-être rajouter deux ou trois questions. La première qui concerne effectivement d'abord les banques publiques, si je puis dire, donc le groupe Caisse des dépôts de manière générale. Il y a toujours effectivement, ça a été évoqué par des collègues, des injonctions contradictoires quand on regarde la façon dont l'État parle, et en particulier dont il parle aux collectivités territoriales et de leur possibilité ou non de se développer, d'emprunter, de faire des projets, etc. Et j'aimerais savoir, pour les deux interlocuteurs qui sont là, qui la représentent, un petit peu leur compréhension de ce sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des débats internes un petit peu sur comment la Caisse, à travers ses différents outils, répond à la question, parce que on ne peut pas dire à la fois constater que l'on fait plus de prêts dans les collectivités locales, que les collectivités locales empruntent plus, mettre en place pour l'État des fonds type fonds verts qui encouragent à faire des projets et donc à avoir en complément des soutiens sous forme de prêts. Et puis, de l'autre côté, en tant qu'organisme Banque des Territoires, en tant qu'organisme Banque Postale, prêter aux collectivités alors qu'on trouve que, en tant qu'organisme d'État, et en même temps leur dire il faut emprunter moins. Donc à la fois on est des prêteurs et à la fois on voudrait prêter moins. Et tout ça, c'est l'État. Bon. Donc est-ce qu'à un moment donné, un peu d'arbitrage, un nouveau ministre des Finances qui vient d'arriver pourrait d'ailleurs être très au fait de cette possibilité d'arbitrage. Bon, mais on ne le sent pas. Voilà, on ne sent pas. Donc je voudrais vous interroger un peu à blanc, comme ça. Est-ce qu'il y a... Comment vous faites le lien entre tout ça, ou est-ce que vous ne le faites pas? Vous dites, bon, d'un côté, on prête, et puis c'est le ministre qui arbitre à la fin, mais en fait, le ministre qui constate.
s'il y a des prêts qui ont été faits. Bon. Et comment tout ça se marie, d'ailleurs, avec la libre administration des collectivités. Là, je durcis encore plus le propos, donc ça devient encore plus complexe. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à ce point-là, mais juste, bon, il y a un truc qui ne va pas. À la fois, on prête beaucoup dans les banques d'État, et à la fois, l'État considère qu'on prête trop. Donc, il y a un sujet, il y a un petit sujet, quelque part. Donc, je vous interroge sur ce petit sujet, pas le plus simple. Concernant la Banque Postale, l'année dernière, c'était une année un peu compliquée pour la Banque Postale. Est-ce qu'il y avait une particularité liée aux prêts aux collectivités locales, ou c'était simplement les questions liées entre les taux d'intérêt de manière générale et les prêts fixes de l'autre, ou est-ce qu'il y avait une spécificité par rapport aux prêts collectivités territoriales qui peut-être a pesé sur les résultats de la banque l'année dernière? Bien. Et puis je reviens sur la question du rapporteur pour qu'elle soit bien traitée par notre collègue Boileau, la question de la Cour des comptes et la notion de renforcement du capital qui est demandée à l'AFL, dans des termes assez précis quand même, la mémoire que j'en ai, c'est que le capital est détenu par les collectivités territoriales. Autrement dit, est-ce que vous allez demander à vos adhérents de renforcer leur participation en capital à la banque? Voilà, c'est pas un sujet sans doute si facile que ça. Voilà, c'est pour ça que je vous le repose, pour qu'il soit bien clair. Et comme vous êtes prêts, je vais vous donner la parole directement pour répondre à ces questions et à celles que vous voulez bien reprendre. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs choses. Je vais répondre à moitié à votre question, la deuxième question sur la Cour des comptes, parce que ce problème va être vu cet après-midi en conseil d'administration, puisque nous avons reçu le rapport définitif il y a seulement quelques jours. La communication a été faite en début de semaine, donc c'est très récent. Simplement, nous avons déjà prévu d'avoir ce qu'on appelle de la recherche de capital par le biais de particularités qui s'appelle la T1, et nous allons chercher 50 millions que nous avons mis dans nos comptes à la fin de l'année, après le passage de la Cour des comptes. Donc, ce qui renforce déjà, la première des choses, notre capital. Deuxième chose, nous continuons d'engranger de façon assez rapide des nouveaux actionnaires qui apportent du capital, et notamment du capital libéré, ce qui nous arrange bien. Ça, c'était pour la toute première question. Moi, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a moins de subventions, donc moins d'autofinancement, et on met plus d'emprunts. La réponse est oui. Sur un projet, lorsqu'il n'y a plus l'autofinancement ou l'aide de l'État, eh bien, on emprunte davantage. À mon avis, on ne règle pas le problème du déficit de l'État en faisant comme ça. Mais ça, c'est simplement une analyse personnelle. Nous, ce que je souhaite dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en termes de collectivité, c'est la vue à plusieurs années en avance. Type ce que j'ai dit tout à l'heure en termes de charges nouvelles qui arrivent. Il arrive notamment le DILICO. C'est beaucoup moins que la CNRACL pour beaucoup. Ceci étant, quand on met un au bout de l'autre ces sommes supplémentaires prélevées, autofinancement en moins, pour les gens sérieux, réalisation d'investissements inférieurs. Donc on pourrait penser qu'on ait un petit ralentissement dans les temps à venir au niveau des collectivités. Ceci étant, depuis, en ce qui nous concerne, nous adaptons le financement et la durée surtout au projet. Et quand le rapporteur général disait qu'on pourrait peut-être augmenter les durées, nous allons jusqu'à 40 ans sur l'investissement. Bien évidemment, ce n'est pas l'investissement informatique, mais l'adduction d'eau, l'assainissement, pour l'essentiel, les gros bâtiments, certaines écoles, on va aller au moins à 25 ans, voire 30 ans, pour pouvoir faire passer le projet, parce que l'important étant que le projet soit réalisé. Bien, ça c'est quelque chose qui nous paraît hyper important. Globalement, les collectivités ne vont pas trop mal en termes, encore aujourd'hui, de finances. Les intercommunalités, elles ont plus d'autofinancement que les communes, mais elles ont plus de dettes aujourd'hui. Donc, on retrouve un phénomène un peu plus amplifié. Concernant, parce qu'il y a eu pas mal de questions, vous me permettez de les reprendre. Je ne suis pas très ordonné dans mon papier.
Vous signalez que l'AFL est encore un cas particulier puisque l'intégralité des résultats reste présente dans le capital et restera là pour ses actionnaires. Et peut-être que demain ou après, mais dans un temps futur, on va dire comme ça, eh bien, les actionnaires seront récompensés du capital qu'ils avaient apporté. Donc tout ceci montre bien notre volonté de faire, 1, le meilleur prix, 2, d'adapter la durée, 3, d'aider les collectivités. Et pour répondre à la question sur la longueur ou la lenteur de l'étude des dossiers, nous, dans les 10 jours, la collectivité a sa réponse. Elle a oui, elle a non, y a-t-elle, complément d'information nécessaire. Ceci étant, on ne demande pas l'obligation de tous les papiers au jour de la réponse, mais l'obligation au moment où on réalise. Voilà, donc on laisse un temps et on comprend bien quelles sont les contraintes des uns et des autres pour pouvoir réaliser. Mais la réponse arrive très vite, que le projet puisse s'enclencher. Merci, Monsieur Saint-Oyen, pour les questions qui vous paraissent relevées de votre compétence, de votre rôle. Merci, Monsieur le Président. Merci pour les différentes questions. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Peut-être sur le premier point, à savoir finalement comment concilier on va dire le soutien aux investissements des collectivités avec finalement l'estimation de la situation financière des collectivités. Ce qui est important peut-être de rappeler, je ne l'ai peut-être pas fait suffisamment dans mon propos introductif, c'est que du côté de la Banque des Territoires, nous ne faisons que des financements de projets. On ne finance pas de dépenses de fonctionnement, que des financements de projets, premièrement. Et deuxièmement, très majoritairement, des financements de projets en lien avec la transformation écologique. En 2024, c'était 90% des financements aux collectivités locales qui ont été apportés par la Banque des Territoires qui étaient sur des projets de transition écologique. Et de ce point de vue-là, ces deux caractéristiques nous paraissent permettre on va dire, ne pas être en contradiction avec les discours que l'État peut porter par ailleurs sur la situation des collectivités. En tout cas, c'est comme ça, par ce biais-là, qu'on atteint un certain niveau de cohérence. D'ailleurs, comme je l'ai indiqué, la plupart de nos financements interviennent dans des programmes qui sont des programmes d'investissement qui sont totalement endossés par l'État également. Le plan eau, par exemple, on a mis en place des financements très importants sur l'eau, comme je l'ai indiqué. Ça a permis de venir en soutien d'un plan eau qui avait été porté par le gouvernement. Tous les financements qu'on a octroyés dans le cadre de Action Cœur de Ville, puisqu'on intervient dans toutes les villes qui sont des villes du programme Action Cœur de Ville, là aussi on est sur un programme qui est porté par le gouvernement. Donc l'ensemble de ces investissements qu'on vient financer avec nos prêts à long terme de la Banque des Territoires, ce sont des investissements qui sont indispensables et qui rentrent dans des politiques publiques qui sont totalement assumées. En tout cas, que nous, on n'a aucun problème en tant que Caisse des dépôts, Banque des Territoires à soutenir, puisqu'elles rentrent dans des politiques publiques qui sont également portées par le gouvernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être, et pour notamment revenir sur une remarque de monsieur le rapporteur général, l'objectif, c'est justement, sur un certain nombre de projets ciblés, de politiques publiques ciblées, d'avoir des actions très fortes pour accélérer l'impact de ces investissements. C'est ce qu'on a fait notamment avec le programme, ce qu'on appelle EduRénov, qui vise justement la rénovation des bâtiments scolaires. On considère qu'il y a à peu près 50 000 bâtiments scolaires en France. Sur ces 50 000, il y a un besoin de rénovation très fort sur au moins 10 000. Et on a prévu d'avoir un programme justement avec ingénierie, prêt, dans des conditions favorables, ciblé pour accompagner les communes, les départements, les régions sur la rénovation de ces bâtiments. Donc 10 000, c'est la cible qu'on s'est fixée au niveau de la Banque des Territoires. On est déjà à 4 000. On pense qu'on va atteindre dans les prochaines semaines 5 000. Ça avance très fortement parce qu'on a vraiment un programme d'accompagnement avec des solutions assez simples qui permettent de rénover écoles, collèges et lycées. On a fait ça également sur l'eau avec notre programme AquaPrêt et une plateforme avec un certain nombre de solutions et des solutions d'ingénierie
Aquagir, qui a permis également d'accélérer très fortement tout ce qui est rénovation des réseaux d'eau et assainissement. On veut le faire également sur les problématiques de rénovation de bâtiments, on va dire de type maison de retraite et tout ce qui a trait au secteur du grand âge. On l'a évoqué, ça a été évoqué également dans une question sur les questions liées à l'adaptation au changement climatique, proposer des solutions de financement pour de l'adaptation. Donc on est vraiment dans une logique effectivement de cibler ces financements de la Banque des Territoires sur les investissements qui sont le plus directement indispensables. Sur la situation des collectivités locales, peut-être, et la question qui a été posée sur la baisse de la capacité d'autofinancement. Oui, il y a effectivement une baisse de la capacité d'autofinancement constatée en 2024 qui effectivement conduit les collectivités à avoir un recours supplémentaire à l'emprunt. Il nous semble qu'en dépit de ça, et comme ça a été effectivement relevé, la situation reste globalement satisfaisante en termes de santé financière pour la grande majorité des collectivités. Voilà, à l'exception évidemment de cas particuliers et des départements sur lesquels la situation est plus complexe. Sur la simplicité et les délais pour l'octroi de prêts, sur les délais, on a essayé au niveau de la Banque des Territoires d'accélérer au maximum, et donc on est sur des délais de 3 semaines pour les dossiers, on va dire, classiques. Et sur la simplicité, on a déconcentré très fortement les prises de décision. Maintenant, c'est pris au niveau des directions régionales dans 95% des cas, donc ce qui permet effectivement d'accélérer, et on a allégé les pièces à fournir sur beaucoup de petits crédits, justement, ce qui nous permet d'accélérer avec les petites collectivités sur des crédits de quelques dizaines de milliers d'euros, comme j'ai pu le mentionner. On est présent également en Outre-mer au niveau de la Banque des Territoires, de manière assez forte. On a augmenté nos prêts en Outre-mer de près de 50% en 2024, 170 millions d'euros de crédit. Sur le budget vert, les budgets verts des collectivités, on va dire c'est un élément qui, justement, dans la qualification du caractère vert du prêt, qui permet d'avoir un tarif préférentiel, en tout cas aujourd'hui à 40 points de base au-dessus du taux du livret A. On prend en compte effectivement les éléments qui figurent dans le budget vert. Ça permet d'accélérer la constitution des dossiers, donc de faciliter l'octroi de ces prêts, mais ce n'est pas strictement indispensable. On va dire on peut ne pas avoir de budget vert, fournir les éléments qui permettent de justifier l'octroi du prêt. Ce qui compte, c'est en fait finalement de pouvoir remplir le dossier pour justifier du caractère vert du prêt. Peut-être deux dernières questions. L'une sur effectivement une question fondamentale qui est le fait d'aligner la durée des prêts avec les durées d'amortissement. Ça, c'est vraiment au niveau de la Banque des Territoires, on va dire un principe qu'on porte fortement. On considère que justement pour la rénovation d'écoles, on peut faire du 35-40 ans et amortir sur cette période-là. Sur des réseaux d'eau, on peut faire du 50 ans. Sur des infrastructures ferroviaires ou en tout cas de transport, on peut amortir également sur des périodes allant jusqu'à 50 ans. Et le fait que c'est possible, effectivement, c'est possible en termes de comptabilité, et on le promeut pour permettre d'avoir ce meilleur alignement et de permettre de rendre possible des projets qui sont aujourd'hui indispensables, tout en allégeant les charges annuelles de remboursement. Et peut-être le dernier point, c'est sur la BEI, pour effectivement signaler le fait que du côté de la Banque des Territoires, on a un partenariat avec la BEI depuis une dizaine d'années, et que la BEI, en fait, est un canal de refinancement de nos prêts, et on a déjà fait avec eux plus d'1,5 milliard d'euros, et on va continuer de s'appuyer aussi, parce que quand on prête majoritairement à taux variable indexé sur livret A, mais on peut aussi offrir des solutions à taux fixe, et c'est ce que nous permet de faire la BEI. Oui, puis vous avez d'une certaine façon une vision d'assemblier pour la BEI. La BEI vous donne, j'imagine, des grands montants et que vous subdivisez. Voilà, vous les redistribuez. C'est ça, oui. C'est tout à fait clair. Bien, Monsieur Urbal, peut-être, et puis Monsieur De Deyan. Je crois qu'on était dans cet ordre. Donc, c'est l'ordre inverse. Donc, Monsieur Urbal, tout d'abord. Stéphane, désolé. Merci.
Je vais revenir sur les quelques points, sur les quelques questions. Donc, sur les délais d'instruction, nous, on a un dispositif qui permet de décider très rapidement, puisqu'on a un niveau de délégation dans les banques et dans les caisses régionales très fort. Je rappelle que la quasi-totalité des décisions sont prises sur le terrain dans le groupe BPCE. Donc, sauf s'il y a vraiment un sujet avec le groupe, je suis preneur de le savoir, mais en tout cas, on a une vraie capacité à le faire. Il peut y avoir un impact sur l'obligation de déclaration dans le... excusez-moi. C'est peut-être une piste d'arrêter de subordonner le caractère exécutoire d'une décision d'emprunt à la publication, qu'on puisse le faire a posteriori, parce que ça peut avoir des conséquences sur le topage des opérations. Alors c'est un point de détail, mais ça peut décaler et augmenter le prix. Donc il y a des fois des collectivités qui mettent un peu de temps à déclarer à la préfecture, et donc ça c'est peut-être une piste, en tout cas ça peut avoir des conséquences sur le prix. Sur tout ce qui est territoire d'outre-mer, il y a les caisses d'épargne d'Île-de-France, il y a la BRED et la CEPAC à Marseille qui interviennent et qui financent les collectivités sur tous les territoires. Donc, mais s'il y a aussi une difficulté, je suis preneur et à votre disposition. Sur les subventions, c'est vrai que je disais dans mon propos introductif qu'on avait racheté une société qui est là pour aider les collectivités à trouver les subventions et qui fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à avoir recours à nous sur le sujet. Sur le partenariat BEI, on a pareil, un partenariat avec la BEI, on essaye. Et là encore, revient la question que j'avais soulevée sur le fléchage. Plus on sera précis dans les enveloppes, plus on aura la capacité justement à aller chercher une ressource moins chère au profit des collectivités. Et donc ce sujet de fléchage est très important. Travailler en enveloppe, c'est bien, mais quand on peut vraiment avoir une destination précise de la demande de financement, du besoin de financement, ça a des conséquences positives sur le prix. Sur le prix, ce que je peux dire, c'est que pour répondre à la question sur les marges, on est sur des toutes petites marges sur le financement des collectivités. Il y a une période où il y a eu des marges beaucoup plus importantes, c'était 2008. Nous, on est un groupe qui a continué d'accompagner, y compris en 2008. On était un peu seul à le faire et il y avait des marges qui étaient peut-être plus importantes à cette époque-là, mais aujourd'hui, on est à quelques BP de marge sur l'accompagnement des financements. La notion de package, c'est quelque chose qu'on va regarder. Je vais le creuser, je ne peux pas vous répondre. Sur l'anticipation, sur l'accompagnement, alors nous, on est en train d'avoir une réflexion sur prêter beaucoup plus long, et même si, mais ça fait partie il y a du réglementaire dedans, et donc on est en train de regarder, mais c'est vrai que le besoin existe. Aujourd'hui, on a cette difficulté pour accompagner sur du long, et bien évidemment la Banque des Territoires l'accompagne. Sur le budget vert, encore une fois, c'est vraiment quelque chose à chaque projet. Alors, c'est plus compliqué quand on parle d'enveloppe, mais à chaque projet, on est bien sur cette approche d'essayer de trouver les meilleures conditions et d'adosser, de prendre les conditions. Et d'ailleurs, encore une fois, je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un appel d'offres, il y a au moins 4 répondants. Donc, je pense qu'en termes de coût, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une volonté de tous. Enfin, on ne fait pas beaucoup de marge sur les collectivités. En tout cas, on ne rajoute pas de la misère à la misère, si je peux m'exprimer ainsi. Non, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Et je pense qu'il y a une vraie bonne concurrence qui permet aujourd'hui à l'emprunteur d'avoir une offre la plus adaptée possible et la plus réduite possible. Voilà ce que je pouvais dire par rapport aux questions, et je suis à votre disposition pour répondre plus précisément. Merci, Monsieur Urbal. Donc, nous allons terminer avec Stéphane de Deyan.
Merci, Monsieur le Président. Alors, peut-être pour répondre tout de suite à la question sur est-ce que les difficultés qu'a connues la Banque Postale il y a quelques années étaient liées de près ou de loin à un sujet concernant les collectivités locales, absolument pas. Hein. C'est simplement la hausse des taux qui a mécaniquement provoqué un effet ciseau que tout le monde connaît bien dans un marché français qui prête majoritairement à taux fixe et dans un établissement qui est peut-être un peu moins diversifié que les autres. Hein. Donc, pas d'impact du tout. Sur la situation de l'accès des collectivités au crédit bancaire, peut-être en complément de ce qu'ont dit mes collègues, moi je voudrais dire qu'il me semble que les conditions d'accès me semblent vraiment bonnes, tant en volume qu'en prix. Et juste un chiffre simple pour montrer ça, c'est que quand on est dans un financement bancaire classique, les propositions des banques représentent généralement 3 à 4 fois le montant demandé. C'est donc qu'il y a donc un accès vraiment fluide au financement. Et pour moi, il y a plusieurs paramètres qui expliquent ça. D'abord, le niveau de risque limité par nature des collectivités locales. Deuxièmement, pour ce qui concerne la Banque Postale, un dispositif entre notre propre bilan et SFIL qui apporte une liquidité importante. C'est d'ailleurs ce dispositif qui a permis de répondre à la défaillance de marché en 2012, post les difficultés qu'a connues Dexia. Je pense qu'on montre ce matin qu'on est à la fois complémentaires et concurrents et que cette concurrence active, cette complémentarité permet de répondre aux besoins. Et puis une chose qui est importante, hein, c'est que la disponibilité des comptes via la DGFiP permet d'analyser les situations individuelles et les différentes strates. Et ça nous permet de faire une analyse précise pour pouvoir donner des bonnes réponses. Alors peut-être sur la capacité d'autofinancement, moi mon sentiment c'est que les collectivités ont globalement une situation financière qui est saine. Il y a eu un autofinancement record de 45 milliards en 2022. À partir de 2023, on a vu une légère dégradation et qui a été confirmée en 2024 puisque l'autofinancement a baissé de 8,2% dans toutes les catégories. C'est beaucoup plus marqué pour les départements, moins 31%, et plus modeste pour les groupements à fiscalité propre, qui sont à moins 0,6%. Et on a vu aussi une nouvelle accélération de l'investissement. On l'a souligné, c'est lié au cycle municipal. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que la capacité de désendettement, elle reste globalement très satisfaisante. Et que le recours à une dette financière peut parfois être une façon de traiter d'autres types de dettes, une dette climatique. Et si par une dette financière, on remplace une dette climatique en générant des économies d'énergie pour le futur, on ne peut pas considérer que c'est un mauvais endettement. Je pense que c'est un outil qu'il faut savoir utiliser et que les collectivités savent utiliser. Nous, notre métier, c'est d'être certain qu'on finance des projets qui ont du sens et qui participent à un équilibre économique et dans une situation qui est suffisamment saine pour ne pas mettre en danger la collectivité. Et c'est d'ailleurs, je fais le lien avec votre question sur l'articulation entre le local et le national, qui est évidemment toujours quelque chose de très important. Je pense qu'Antoine Saint-Oyen a donné une première réponse qui est de dire qu'il y a un certain nombre de projets d'investissement qui sont soutenus par le gouvernement et qu'on accompagne sur le terrain. Mais il y a aussi le fait de dire que quand on constate sur le terrain un projet qui a du sens et qui trouve son équilibre économique parce que par l'endettement, on fait des investissements qui amènent des économies, je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans des injonctions contradictoires. Et pour peu que la situation de la collectivité soit saine, ça me paraît être juste faire notre métier et bien le faire et être utile pour le pays. Alors, vous avez demandé des perspectives sur les taux d'intérêt. Là, franchement, moi, je vais pas me lancer dans des paris ou des. Simplement, non. Peut-être ce qu'on peut dire quand même, c'est que on a une courbe des taux qui est redevenue très pentue, c'est-à-dire que les taux courts sont beaucoup plus bas que les taux longs. Ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. Je pense que dans l'ensemble, les tensions géopolitiques ont tendance à maintenir les taux longs un peu hauts et que la volonté de relancer l'économie face à des forces qui sont un peu, je dirais, contraires, amène quand même les banques centrales à vouloir continuer à baisser un peu les taux. Donc je pense qu'on est dans une forme d'équilibre en ce moment qui devrait se prolonger. Peut-être la question qu'on peut se poser, mais je n'apporte pas la réponse, c'est juste pour donner les enjeux,
c'est que mon sentiment, c'est que entre la décision de Trump d'augmenter massivement les tarifs douaniers, les Européens qui s'unissent plus autour de la défense et de la souveraineté, et l'Allemagne qui a décidé on va dire, de lever son frein budgétaire, est-ce que ce sont des phénomènes conjoncturels ou est-ce que ce sont des phénomènes très structurels qui nous amènent à rompre finalement avec 3 anciens paradigmes? Voilà, peut-être que ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est difficile d'y répondre. Sur les délais d'instruction des dossiers, nous, on a mis en place une équipe qui aide à remplir les dossiers. On répond généralement en 3 jours, on est capable de décaisser en 10 jours. Et une chose qui est très importante, c'est comme il y a souvent un petit rush de fin d'année, nos équipes sont disponibles 6 jours sur 7 tout le mois de décembre, et y compris le 31 décembre, parce que c'est souvent là qu'on boucle des opérations et que c'est important d'être présent au moment où vous en avez le plus besoin. Sur l'outre-mer, alors là, j'avoue que je suis désolé s'il y a une perception que nous ne sommes pas présents en outre-mer, parce que nous avons fait au cours des dernières années 700 millions d'euros de financement outre-mer. On finance aussi notamment de la trésorerie d'hôpitaux. J'ai souvenir de projets notamment de recyclage de déchets, etc., que nous avons financés. Donc en tout cas, les outre-mer ne sont absolument pas exclus de notre politique. Et si jamais il y a besoin d'un contact, n'hésitez pas à venir me voir et on fera la mise en relation. Pour ce qui est du pouvoir de taux, moi je voudrais dire que pour nous, on ne fait pas de différence de prix liée à la situation financière de l'emprunteur. On dit oui ou on dit non. Hein. Ça, il faut que ce soit vraiment très clair. Et par ailleurs, pour répondre à la question sur le DILICO, pour nous, ça n'a pas d'impact. C'est un lissage. Donc dans l'appréciation que nous faisons de la santé financière et de la capacité de remboursement, on tient compte du fait qu'il y a du lissage, mais ça ne change pas nos décisions de financement. Sur les situations qui sont peut-être un peu plus complexes que les autres, je pense que c'est peut-être intéressant de vous apporter cet éclairage, puisque j'ai dit que la situation financière était globalement satisfaisante. Il y a quand même des disparités individuelles, et peut-être de notre point de vue, les principales typologies plus complexes, c'est tout d'abord les départements, puisqu'on a une situation financière qui s'est un peu dégradée à partir de 2023, qui s'est observée en 2024, et on peut faire le lien avec la diminution qui se poursuit des recettes de droits de mutation à titre onéreux, mais également l'augmentation subie des dépenses de fonctionnement dont le pilotage est peut-être pas forcément évident. Voilà. Ensuite, sur le risque neige, qui concerne beaucoup des syndicats mixtes gestionnaires d'équipements liés à l'exploitation des stations de ski, on constate qu'il y a un certain nombre de situations qui sont plus complexes. Et puis, effectivement, du côté de l'outre-mer, il y a des soldes financiers qui sont moins favorables qu'en métropole. Elles sont fortement dépendantes de l'octroi de mer qui est régulièrement requestionné par les règlements européens. Mais je répète que nous souhaitons les accompagner, qu'on a ouvert un centre d'affaires à La Réunion en 2021, en 2023 à la Guadeloupe pour couvrir les Antilles et la Guyane, et qu'on a apporté, comme je l'ai dit tout à l'heure, 700 millions d'euros de financement. Sur la prescription ACPR, effectivement, il y a eu un changement de la pondération des engagements pour les collectivités locales qui est à 0%. Je ne voudrais pas rentrer dans la technique bancaire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est favorable au maintien d'une présence significative des banques sur ce marché, et que ça, c'est vraiment une bonne chose qu'on peut saluer à un moment où il y a forcément besoin d'un fort accompagnement. Sur le recours à la BEI, c'est comme mes collègues, hein, nous aussi, on a un partenariat avec la BEI et ça permet indirectement de vous donner accès à ces financements privilégiés. Et puis, je vais terminer peut-être par par 2 questions qui me restent, je crois, sur l'assurabilité des collectivités. Merci de prêter à la Banque Postale beaucoup de possibilités. La seule chose, c'est qu'en matière d'assurance dommage, nous sommes un petit acteur, surtout concentré sur la multirisque habitation et l'automobile,
pour accompagner, je dirais, les cycles de vie de nos clients particuliers. Nous ne faisons pas d'assurance de personne morale. C'est un risque très particulier qu'il faut bien connaître pour le maîtriser. Et donc, je crois que nous n'avons tout simplement pas les compétences techniques sur ce sujet. Et puis, j'apporte la réponse à savoir quel était l'emprunteur pour la ligne ferroviaire de Nancy, c'est la région Grand Est. Vous finissez par un petit salut au rapporteur général. C'est toujours utile. Le sujet a été levé par le spécialiste, l'éminent. Oui, mais enfin, il a été traité en dernier. Vous voyez, c'est une espèce de mise en avant. Bon, enfin, tout ça, nous connaissons. Bien, allez. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, M. Boileau. Non, vous avez raison. Reprenez la parole, mais enfin, c'est Nancy aussi, ça. C'est Nancy. Alors, pas d'appel au rapporteur général, je vous en prie. Alors, très simplement, il y a une question très précise sur le financement sur les territoires d'outre-mer, notamment. Nous sommes à Mayotte avec 7 communes qui sont aujourd'hui financées et 3 intercommunalités. Par contre, en Guyane, nous n'avons pas eu de demande, pas plus qu'ailleurs. Voilà. Aucun grief pour dire que nous n'irons pas là-bas. Voilà, donc il n'y a plus qu'à demander, ils sont prêts à partir tout de suite. Mais attention, il faut, si possible, être membre. C'est pas obligatoire maintenant, mais bon. Ok. Au départ, oui, mais maintenant, non. Voilà. Merci beaucoup. Merci, messieurs, de votre participation et bonne fin de journée à tous.